Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture du mois de juin, qui est complètement indécent. C'est-à-dire que ce mois-ci, je ne pensais pas avoir le temps de lire et c'est le mois où j'ai lu le plus de livres de l'année. J'ai lu 18 livres au mois de juin. Voilà. Alors, dans le lot, il y a quand même 10 graphiques. Je vais revenir très rapidement dessus parce que j'ai déjà fait un vlog qui en traitait assez largement. Ça regroupe la plupart de mes lectures graphiques de juin. Et j'ai même un deuxième vlog, donc en fait techniquement ça a dû couvrir toutes mes lectures graphiques, si je dis pas de bêtises. Je vais repasser rapidement juste en vous disant si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je vous les conseille ou non. Et on va ensuite s'attaquer au roman. Il y en a une petite partie là, et il y en a d'autres que j'ai déjà revendu entre temps, que j'ai prêté aussi pour l'un d'eux. Mais bref, je vais prendre mon petit bullet journal parce qu'il y a beaucoup trop de titres, je ne sais plus où donner de la tête. Holden qui vient m'embêter, ça aurait été surprenant une vidéo sans toi. Concernant les graphiques, j'ai lu la suite de Rent a Really Shy Girlfriend, donc le tome 2. C'est une saga que j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y a que 2 tomes et c'est pas forcément très représentatif, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, vraiment allez-y, c'est trop mignon. C'est un petit shoujo mais pas trop niais et... Alors c'est japonais, donc forcément il y a des choses où c'est un peu... Faut pas le transposer à la France, mais c'était très sympa. J'ai aussi lu le premier tome de Ocean Rush que j'ai beaucoup aimé, mais j'attends de voir la suite parce que je suis pas sûre que sur le long terme ce soit une histoire qui puisse garder de son intérêt. Enfin, à part si c'est une série qui fait 400 tomes, mais s'il en fait 10, ça aura zéro sens, donc on verra. J'ai aussi lu le premier tome d'Imaginary que je n'ai pas du tout aimé et je ne comprends pas cette histoire encore maintenant. Je me questionne en me disant mais qu'est-ce que j'ai pas compris ou est-ce que c'était vraiment nul? Donc faites-vous votre avis si vous voulez, mais personnellement pas du tout aimé. J'ai lu Ça va aller, qui est un roman graphique écrit par une jeune femme. En fait je crois qu'elle a la vingtaine. Et elle parle de la dépression. Elle parle de l'épisode dépressif qu'elle a traversé, notamment durant le Covid. C'était plutôt sympa, même si je trouve que c'est adressé à un jeune public. D'ailleurs c'est catégorisé en... Enfin, personnellement, je ne l'ai vu à Cultura que dans l'espace... jeunesse, young adult, vous voyez, et même chez le libraire c'était vraiment mis un peu, enfin pas avec les romans adultes, dit comme ça on dirait du porno mais non, mais c'était vraiment pas catégorisé avec le reste des romans classiques, et je comprends pourquoi. Genre à 14 ans si j'avais lu ce bouquin je l'aurais adoré et ça m'aurait fait du bien de me retrouver dans des discours en étant adulte, en ayant vécu d'autres épisodes dépressifs et d'autres choses. J'ai trouvé que c'était un peu plus incomplet. Après ça reste un récit autobiographique donc on peut pas le reprocher à l'autrice, mais voilà. J'ai aussi lu Imawari House, que j'ai avec moi, mais j'ai juste la flemme de sortir tous mes bouquins de mes bibliothèques. Je l'ai plutôt, enfin je l'ai même plutôt très bien aimé. Ici on suit une jeune femme qui est américaine, qui est née au Japon et qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, sauf qu'elle s'est jamais sentie vraiment américaine, donc elle va au Japon en se disant oui je vais retrouver mes racines, ça va être trop bien, et finalement non, parce que elle n'a pas la culture japonaise en fait, elle n'est pas habituée à tout ça, elle connaît pas forcément les coutumes, et c'était hyper intéressant. La traduction est vraiment très bien aussi, donc je tiens à le souligner. J'ai aussi lu le premier tome de Blue Box, qui était sympa. C'est une bonne petite romance, mais j'ai pas beaucoup trouvé d'intérêt à cette histoire pour autant. Enfin, si vous avez l'habitude de lire de shoujo, vous allez pas être ébloui par Blue Box quoi. J'ai aussi lu le tome 1 et le tome 2 de Hirayasumi, j'arrive jamais à le prononcer, Hirayasumi, qui était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième, le démarrage est un petit peu long, mais après, c'est trop bien. C'est un manga où un garçon va cohabiter avec sa cousine parce qu'il a hérité d'une maison, d'une dame qu'il connaissait plus ou moins. Et ça parle de... Comment vous résumer cette histoire? D'un côté, avec la cousine, on a l'aspect de la vie qui change, on va à la fac, on a des rêves, est-ce qu'on doit continuer ses rêves, poursuivre ses rêves, ou s'ancrer dans la réalité, faire des études, etc. Et avec le garçon qui a 29 ans, 30 ans, 29 je crois, on est plutôt sur quelle vie on est censé mener quand on a 30 ans au Japon, même dans le monde, parce qu'on a vraiment une idée de faut être marié, faut avoir des enfants, faut avoir un job stable, faut avoir une bonne situation financière, et ce garçon est à l'opposé de tout ça, et c'était... Enfin c'est vraiment chouette en fait comme manga, j'aime beaucoup, donc à voir sur combien de tomes ça va s'étendre, et à voir si on va réussir à maintenir tout ça. C'est un peu ma crainte aussi avec ce manga, comme avec Ocean Rush d'ailleurs.
J'ai ensuite lu Mon petit bébé, Le fils de Taïwan, le tome 2, qui est un manga, un roman graphique plutôt, que j'aime énormément, qui traite d'une période historique de Taïwan, enfin une histoire assez moderne. J'aime beaucoup, j'ai adoré, enfin j'ai bien aimé le premier tome, j'ai adoré le deuxième tome, et le troisième tome était prévu pour juillet, et du coup il va sortir fin août. Donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave parce qu'au mois de juillet je vais essayer de faire un no-buy, donc voilà. J'ai aussi lu La fille de ses rêves, qui est un roman graphique qui était assez mignon. Il était tout de rose, enfin, genre visuellement il était très beau. Après au niveau de l'histoire j'ai pas été très convaincue, je trouve qu'on est resté très en surface, mais ça fait quand même du bien d'avoir des lesbiennes, donc voilà, je peux vous le conseiller parce qu'il y a des lesbiennes et que c'est trop bien que ça s'est mis en avant et qu'on voit pas forcément un schéma du couple parfait, ça c'était cool, et on est un micro Enemies to Lovers, vraiment un micro, hein. Après c'est pas non plus, je sais pas, c'est pas hyper convaincant et il y a des choses qui vont un petit peu trop vite pour moi, mais dans l'ensemble ça restait quand même sympathique. Maintenant que je fais un petit tour d'horizon des graphiques, il est temps que je vous parle des romans que j'ai lus au mois de juin, et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y en a eu 8. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre, mais bon, voilà, il y en a que je n'ai déjà plus en ma possession, mais c'est pas grave. J'avais déjà commencé ce mois de juin avec la lecture de Gazelle Punch de Nancy Gilbert, qui était très sympa. Franchement pendant un temps je l'avais rangé dans la bibliothèque, et hier ou avant-hier en faisant le point, en regardant un peu les livres que j'avais, je me suis dit est-ce que honnêtement tu le relirais Pauline? Et la réponse est non. Donc je l'ai mis en vente sur Vinted si jamais. Ensuite donc Violette, qui est une adulte, et ça a une importance dans l'histoire, qui n'est absolument pas éducatrice mais qui décide chaque année depuis 10 ans je crois d'accueillir des jeunes en difficulté chez elle. Donc elle les accueille dans un mois il me semble, enfin pendant un laps de temps, je ne sais plus exactement la durée donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Elle les accueille et ça leur permet de faire une rupture avec leur cellule familiale, ça les permet de partir en vacances alors que d'habitude ils ne partent pas, et ce genre de choses. Elle est en Ardèche si je dis pas de bêtises aussi. Bref, cette année elle va accueillir Dempsey, qui est un garçon à problème. Il est plutôt dans la délinquance juvénile parce que c'est un adolescent, ce n'est pas un adulte. Et il va avoir tendance à se battre et à voler des voitures, brûler des voitures. Il a un délire avec le feu aussi, la pyromanie ça me fait flipper, donc j'étais pas très à l'aise sur certains éléments. Mais le bouquin ne traite pas de sa vie à lui, c'est vraiment sa vie dans le camp. Violette va aussi croiser Livia, et d'habitude elle ne prend qu'un seul jeune pendant le séjour, mais là elle va se retrouver avec Livia et Dempsey. Et pendant longtemps elle va être qu'avec Dempsey, et Livia va arriver par la suite, et on va voir combien son arrivée va changer beaucoup de choses. On suit les deux vies des deux personnages qui n'ont absolument rien à voir, et Violette a aussi sa part à jouer, je sais pas comment vous dire ça, mais elle a aussi sa propre histoire, et on apprend pourquoi est-ce qu'elle en est venue à vouloir accueillir des jeunes, qu'est-ce qui lui est arrivé, quel drame a bouleversé sa vie. On en apprend aussi plus sur Dempsey, sur pourquoi est-ce qu'il a ce problème avec l'autorité, pourquoi est-ce qu'il cherche autant l'indépendance alors qu'en fait il a désespérément besoin d'être aimé et d'être contenu, et pourquoi Livia est aussi méfiante et aussi anxieuse, et pourquoi elle fait des crises d'angoisse, et c'est sous couvert de ce camp, enfin ce camp, c'est même pas un camp mais bref, de ces vacances avec une femme qui est absolument pas une éduque en fait, qui est pas une éducatrice. Je viens du milieu éducatif, donc vraiment de voir que c'est une personne lambda qui a des réactions normales, qui n'est pas dans de l'analyse et de la suranalyse, et en même temps à force de côtoyer des jeunes, bah, vous commencez à comprendre leurs mécanismes de défense et ce genre de choses. Et c'était trop bien, et elle va essayer des choses, et il y a des choses ça fonctionne pas, et c'est ok, enfin vraiment elle est pas dans un but thérapeutique, elle est vraiment là en train de leur dire bah là c'est une chance que vous avez d'être ici avec moi, je vous propose plein d'activités, après vous en faites ce que vous voulez, je vais vous forcer à rien. Vous avez le droit de faire plus ou moins ce que vous voulez tant que ça reste dans la légalité et que vous êtes en sécurité et que vous me prévenez, mais autrement vous êtes libre. Le consentement c'est au cœur de tout, et c'était trop bien. Enfin, ça fait du bien de lire de voir qu'il y a des gens bienveillants. Alors je sais que c'est un bouquin, que c'est une fiction, hein, mais ça fait du bien de voir de la bienveillance dans un livre, et c'est plutôt très bien écrit. Enfin, j'ai vraiment adoré aussi la plume de l'autrice. Ça m'avait beaucoup pensé à Aurélie Massé sur certains chez Slalom, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pensé à elle, mais c'est la même, comment on peut dire ça, la même intention de la part des autrices, où ce sont des récits qui sont parfois durs, trigger warning vraiment sur l'anxiété, mais autrement ça reste, enfin je sais pas comment est-ce qu'elle arrive à faire un sujet aussi, enfin à traiter un sujet aussi difficile
avec une certaine forme de légèreté. J'ai trouvé ça vraiment bien fait et bien équilibré, c'était vraiment chouette, donc je vous le recommande, il était vraiment très sympa. J'ai aussi lu un Aki Shimazaki, c'est une autrice japonaise que j'aime beaucoup. Là j'ai lu Nono Yuri qui appartient à... Je ne sais jamais, vraiment je n'arrive jamais à savoir... Alors apparemment ça appartient à aucune de ces sagas parce que comme c'est noté, ça a l'air d'être un peu une saga à part. Il n'y a pas de nom pour le moment à cette saga. Bref, j'avais lu le premier tome, qui n'est pas vraiment un premier tome, mais voilà, qui s'appelait Suzuran, que j'avais bien aimé. J'avais vraiment bien aimé, au point que je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Dans le premier tome, entre guillemets, on suivait Anzu, qui était une céramiste, qui vivait de son art, qui avait eu un enfant avec un homme avec qui elle était mariée, ils ont divorcé, on suivait sa petite vie à elle, etc. Et dans l'histoire de Enzu, on avait aussi l'histoire de sa sœur, qui s'appelle Kyoko, c'est ça, qui pour le coup ne vit pas du tout à la campagne mais en plein Tokyo. Elle a cherché à faire partie d'une entreprise internationale, elle adore voyager, elle ne vit que pour ses voyages, elle entretient une relation un peu particulière avec l'un de ses boss et en fait on va suivre sa vie à elle, mais moi je pensais qu'on allait suivre un peu plus... Je sais pas, je m'attendais à ce qu'on suive un peu plus son enfance et tout ce qu'elle partageait avec Anzu, parce que dans le premier tome, on a plein de choses par rapport à ses deux sœurs. Donc je me suis dit, ah c'est trop bien, j'ai plein de questions, j'espère qu'on va avoir des révélations, j'espère qu'on va vraiment en savoir plus sur son passé, pourquoi est-ce qu'elle a fait certains choix en fait, sa sœur, parce que Kyoko, elle a fait des dingueries à sa sœur Enzu, et je me suis dit, ah là là, on va enfin avoir une explication, on va savoir, et qu'est-ce qui... Non, on n'a pas d'explication. Du coup, le tome en tant que tel, il était sympa, parce que l'histoire de Kyoko, elle est bien, enfin, je sais pas comment on va dire ça. C'est agréable, c'est du Aki Shimazaki encore une fois, et si vous l'avez déjà lu, vous vous y retrouverez là-dedans. C'était sympa, mais ça correspond pas à ce que j'attendais. Je m'attendais vraiment à retrouver Enzu, et on la retrouve brièvement, mais je m'attendais à des réponses, je m'attendais à un petit flashback de ce qui s'est passé, parce que cette histoire elle se passe avant ce qui s'est passé dans Suzuran, mais ça se passe pas non plus genre 15 ans avant, donc on n'a pas les réponses à ce qui s'est passé entre les deux sœurs dans leur enfance / adolescence. Le point de vue de Kyoko est aussi très édulcoré et très... on dirait qu'elle est pas... pourtant c'est son tome à elle, mais on dirait qu'elle est un peu détachée des situations, et on n'a pas beaucoup ses sentiments, ses émotions, on n'a pas... je sais pas, c'est un peu à nous de l'interpréter comme on veut. Et même quand elle va faire certaines actions, j'arrivais pas à les expliquer. Pas parce que c'était insensé, mais parce que je ne savais pas l'intention qu'elle avait derrière. Et j'ai du mal avec quelles émotions doivent ressentir les gens dans telle ou telle situation, parce qu'à des moments j'étais là, oh là là, je serais tellement en colère, ou je serais tellement déçue, et genre ça me blesserait. Et elle, enfin vraiment, elle paraissait presque stoïque face à des situations, et pas en mode, oh là là, c'est le choc, c'est le déni, c'est... Non, c'était vraiment... Pour elle, c'était normal, c'était banalisé, et oui, certaines de ses réactions, même beaucoup de ses réactions, je ne les comprenais pas, et j'étais un peu... voilà. De même qu'il n'y a que vers la fin qu'on commence à voir ce qu'on entreapercevait dans Suzuran, alors que c'est ce qui me plaisait le plus, et même cette partie-là, je l'ai pas trouvée très bien ficelée. Parce que pour qu'on arrive à un certain point de nos vies, c'est qu'on a eu des choses dans le passé qui font qu'on a certaines réactions, enfin je sais pas, plus vous vivez une expérience, ou vous vivez des expériences, quelles qu'elles soient, plus vous allez répondre par rapport à ça. Et quand on voit tout, non, en tout cas un petit condensé de sa vie dans les premières pages, et qu'on a la fin, j'étais là, mais ça n'a pas de sens. Et ça n'avait pas de sens dans le Suzuran, mais je me suis dit c'est normal parce que j'ai pas encore son histoire à elle, et après avoir eu son histoire à elle, je trouvais pas forcément des choses très cohérentes. Donc voilà, pour moi c'est un gros point d'interrogation avec ce bouquin. Je peux pas dire que je l'ai détesté, mais je peux pas dire que je l'ai aimé. Et voilà, je suis un peu... je sais pas quoi en penser. J'ai ensuite lu Je déteste les comédies romantiques, je vous mettrai la petite couverture à l'écran. Je ne sais plus comment s'appelait l'autrice, mais je me souviens que c'était une autrice. C'était encore une fois publié chez Slalom. D'ailleurs ce mois-ci j'ai lu 3 bouquins de chez eux. Bref, ici on suit 2 jeunes filles qui vont se rencontrer à une soirée, si je dis pas de bêtises. J'ai lu une autre romance lesbienne depuis, qui se passe à peu près dans les mêmes tranches d'âge, du coup je suis perdue entre qui s'est rencontré où, quoi, comment, quelle personne. On suit 2 jeunes filles dont j'ai déjà oublié les noms, parce qu'autrement ce serait pas drôle, et l'une d'entre elles a un passé un peu compliqué, et elle sortait avec une fille depuis longtemps, et elle s'aimait, et c'était un peu genre sa copine mais aussi sa meilleure amie. Elle avait aussi une vraie meilleure amie, une autre fille qui était sa meilleure amie, et on ne sait pas pourquoi, genre le couple s'est séparé parce que sa copine a dit qu'elle ne ressentait plus
de sentiments pour elle, qu'elle ne l'aimait plus, ce qui est tout à fait entendable, hein. Mais du coup la meilleure amie lui aurait caché des choses comme quoi elle avait prévu de la quitter depuis longtemps, bref. Il y a tout un plus ou moins un quiproquo, ou en tout cas un manque de communication entre les trois qui fait que on retrouve notre héroïne qui a le cœur brisé et qui décide que c'est fini pour elle. Elle ne sera plus en couple, que là elle va se focaliser sur autre chose, mais pas sur sa vie amoureuse parce qu'on en a rien à foutre de la vie amoureuse, ça devrait pas être ce qui compte, mais en même temps elle peut pas se focaliser sur son avenir parce que elle est en attente. Ça se passe en Irlande l'histoire, j'ai oublié de le préciser, mais ça se passe en Irlande les gars, c'est trop bien quand ça se passe en Irlande. Mais bref, elle veut pas se concentrer sur ses études parce que elle va avoir ses résultats d'examen et selon son score, elle peut intégrer ou non une très grande fac. Je ne sais plus laquelle c'est, il me semblait que c'était Oxford, mais ça se trouve ce n'est pas Oxford, donc je vais m'abstenir de donner un nom. Mais bref, elle est censée partir en Angleterre pour intégrer une très grande école, une très grande faculté. Sauf qu'elle sait pas ce qu'elle a vraiment envie de faire de sa vie, elle a pas envie... Elle a un passé un peu compliqué, notre héroïne, elle se dit bah non, je sais pas quelles études je suis censée faire, je sais pas quel avenir je suis censée accomplir, je sais pas comment dire ça, mais elle est vraiment tourmentée par rapport à tout ça. Elle va rencontrer cette fille un peu par hasard et cette fille c'est son antipode, genre vraiment elles sont à l'opposé les deux et elle décide par je ne sais quel jeu tordu quelque part de sortir ensemble, mais de ne pas sortir ensemble, en tout cas de ne pas s'impliquer, de ne pas être émotionnellement dépendante de l'autre, et en fait elles vont mettre en place, elles vont essayer de démolir tous les clichés qu'il y a dans les comédies romantiques, c'est-à-dire que j'adore les comédies romantiques, j'adore les comédies anglaises, vraiment toute ma vie, j'aime trop ça, genre vraiment je suis nulle, genre vraiment plein de romances cucu, je ne les aime pas, mais dans les comédies anglaises, chez moi ça le fait trop, j'adore ça. Donc quand vous voyez des héroïnes qui reprennent tous les clichés de 4 mariages, 4 mariages, un enterrement, ou ce genre de choses, et qui est genre Love Actually, j'aime énormément Love Actually, c'est l'un de mes films préférés, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai vu. Là j'ai attendu le mois d'août pour le regarder parce que j'adore le regarder au mois d'août quand il fait 40 degrés dehors et que je regarde mon film de Noël et je chiale à chaque fois pour les mêmes trucs. J'adore, je suis vraiment très bon public avec ça. Et quand je les vois massacrer l'un de mes films préférés, j'ai eu un petit pincement au cœur, je vous avoue. Mais les deux filles essayent de pas s'impliquer émotionnellement, en tout cas notre héroïne essaye de pas s'impliquer émotionnellement, sauf qu'elle est complètement impliquée émotionnellement et elle refuse un peu tout ça parce qu'elle ne veut pas être blessée à nouveau, et toute l'histoire est résumée en ce que je viens de vous dire. On suit vraiment d'un côté une jeune fille qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et qui essaye d'être indépendante mais qui ne l'est absolument pas. En plus de ça, notre héroïne elle est en guerre avec son père parce que ses parents sont séparés, sont divorcés. Sa mère est dans un hôpital, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, mais ça influe vraiment tout ce qui se passe dans la vie de notre héroïne. Et en même temps son père du coup a refait sa vie et elle l'accepte pas du tout parce que sa mère est encore en vie et qu'il devrait pas se remarier, et les circonstances qui fait qu'ils sont séparés sont assez dures, et voilà. J'ai plutôt bien aimé l'aspect romance de cette histoire. Le problème c'est que l'histoire de notre héroïne, enfin l'histoire de la mère de notre héroïne, c'est un sujet que je connais plutôt bien parce que j'ai été confrontée d'un point de vue professionnel, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes pour moi, et il y a beaucoup de... En fait je me suis focalisée sur ce n'est pas réaliste, et à cause de ça j'arrivais pas à voir les aspects positifs du bouquin sur d'autres aspects. À chaque fois qu'on était sur de la romance pure où notre héroïne parlait pas de sa mère, je kiffais, et du moment où elle parlait de sa mère ou de ses insécurités par rapport à cette thématique là, voilà, c'était pas... c'est de ma faute. En fait je ne savais pas que ce bouquin allait parler de ça, donc je ne pouvais pas savoir, et je sais, c'est pour ça que je ne lis pas des bouquins qui parlent de maladies, ou j'en lis très peu, et je choisis, je les sélectionne vraiment avec minutie, parce que je sais que quand c'est... Je veux pas dire que c'est mal fait parce qu'il n'y a pas tout qui est mauvais, mais quand c'est pas réaliste, je ne peux pas, genre vraiment. Je n'aime pas qu'on... Je mets des gros guillemets, on insulte la vie des malades et qu'on bafoue en fait ce que peut ressentir une personne malade dans telle ou telle maladie et ses proches, etc. Et si la réaction des proches était très réaliste et bien faite, déjà d'un point de vue professionnel, genre professionnel du soin, il y avait des aberrations et j'étais là non. Alors je veux bien, hein, c'est pas la France, mais je pense qu'en Irlande on est plutôt calqué sur les mêmes choses et ça me rendait dingue de lire des trucs pareils. Et je sais que c'est pour faire avancer l'histoire, mais ne cherchez pas, là c'est la professionnelle du soin qui lisait le bouquin, vous voyez.
Et ouais, d'un point de vue réalisme, il y avait des choses où j'étais là, non mais c'est pas possible. Elle peut pas avoir des choses comme ça, et à côté, je peux pas vous spoiler, mais vraiment il y avait des éléments où, bah, si vous êtes complètement étranger à ce genre de thématique et de maladie, vous allez trouver ça trop mignon, enfin trop mignon, genre attendrissant et touchant et vous allez pleurer, mais si vous avez déjà été dans le milieu hospitalier, vous connaissez quelques maladies, etc., vous allez juste être comme moi, et... enfin après moi je suis un peu vénère avec ce genre de truc, mais vraiment moi j'étais juste là, mais ce n'est pas réaliste, et je disais, j'étais là... Mais non, mais ça se passe pas comme ça dans la réalité. Non, c'est pas comme ça que ça va. Et j'étais juste dans la haine par rapport à ça. Donc voilà, c'était pas un mauvais roman, juste il faut que j'arrête les bouquins qui parlent de thématiques que je connais. Sauf que quand c'est pas précisé nulle part, comment vous voulez que je le sache? Et une fois que j'ai su, il fallait que je finisse mon histoire parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait arriver à nos deux héroïnes, donc voilà. J'ai ensuite lu une petite romance. Là on va arriver sur les romans que vous avez vus dans mon dernier vlog. Si j'ai bien fait mon travail, vous l'avez vu avant cette vidéo. On va espérer que j'ai bien fait mon travail. J'ai lu People We Meet on Vacation de Emily Henry, que j'ai vraiment plutôt bien aimé. J'avais un petit peu peur en commençant ce bouquin parce que on m'avait beaucoup vendu comme dans un roman d'été. La petite couverture ici, qui est le précédent livre traduit de l'autrice, et vraiment tout le monde était là, incroyable, j'ai hâte qu'il soit traduit en français, ça va être trop bien. Même des copains, genre des gens qui connaissent mes goûts littéraires, ils me l'avaient conseillé, et je l'avais lu, et si j'ai adoré la première moitié, ensuite je m'étais fait chier, j'avais lu ça en diagonale, il y avait des choses, j'étais là, non mais vraiment, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et j'avais un peu peur avec ce deuxième bouquin, mais j'aime pas résumer un auteur ou une autrice à un seul bouquin. Donc je me suis dit, tu tentes, si jamais t'aimes pas, tu sauras, tu arrêtes. Mais bah, force est de constater que c'était vraiment chouette en fait. Ici on suit Alex et Poppy qui... Comment expliquer ça? En fait la construction du livre est un peu particulière, donc j'essaye de trouver mes bons mots pour pas vous spoiler, pour pas vous rebuter alors que ce livre est très très bien. En gros on commence l'histoire avec 5 étés plus tôt, et à chaque fois on va les retrouver seulement l'été. Et genre là c'est 5 étés plus tôt, puis après on est 7 étés, puis après on repart sur 3 étés plus tôt, 10 étés plus tôt. Ils se connaissent depuis une petite dizaine d'années je crois. Poppy elle bosse dans une agence de voyage. Je crois que c'est un magazine de voyage très exactement. Bref, et elle avait l'occasion de partir en voyage pour ses reportages et elle en faisait tout le temps profiter Alex. Sauf qu'il s'est passé quelque chose il y a 2 ou 3 ans de ça, 2 ou 3 étés plus tôt. Et depuis ils ne se sont pas parlé, sauf que Alex manque à Poppy. Poppy elle pense à Alex, elle n'arrête pas d'y penser, et l'une de ses collègues lui fait la remarque en disant mais qu'est-ce qui manque à ta vie, qu'est-ce qui fait que là maintenant tu n'es pas heureuse, parce que Poppy elle avoue qu'elle n'est pas très bien. Et elle se dit bah merde, j'ai quitté ma petite ville que je n'aimais pas, je suis à New York, j'ai un putain d'appartement, je peux manger ce que je veux, quand je veux, je vis la meilleure vie possible, mais il me manque quelque chose dans mon existence, c'est quoi? Et elle se rend compte que c'est Alex, son meilleur ami Alex, Alex qu'elle a toujours adoré, qui a toujours fait partie de sa vie, et elle se rend compte enfin elle se rend compte. Maintenant c'est évident qu'il lui manque, et elle va lui proposer de repartir en vacances comme il faisait avant, sauf que les choses se compliquent un petit peu, et ils vont effectivement partir en vacances, mais pas forcément dans les conditions dans lesquelles Poppy l'aurait espéré. Et surtout ils vont un peu nier tout ce qui s'est passé, et être un peu en mode on vit l'instant, il s'est passé des choses ok, mais on va essayer de faire comme si tout allait bien et on va pas parler de ce sujet là. Et forcément c'est une romance donc vous avez pas trop de doutes sur qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Mais c'était très bien construit et franchement j'aime beaucoup. Mon choix préféré c'est vraiment les Enemies to Lovers, mais je crois que je préfère les Enemies to Friends to Lovers. Ici on est dans un Friends to Lovers, donc amis à amants. On va traduire ça comme ça, ok. Le fait qu'ils soient amis de longue date, c'est un slow burn, donc c'est-à-dire que c'est une histoire qui prend son temps pour s'installer. Vous n'avez pas de la romance dès la page 3, pas du tout. Et toute la construction de l'histoire, elle prend du temps, et au fil de cette histoire, il y a aussi des choses qui se passent, et le titre rend pas forcément justice à l'histoire de Poppy et Alex, mais aux personnes qui les entourent. Parce que quand on dit que le monde est petit, dans cette histoire le monde est minuscule. Les deux protagonistes ont croisé beaucoup de gens au cours de leur vie et en fait ils vont les retrouver plus ou moins au cours de ce voyage ou des voyages précédents, etc. Et on suit un petit peu tout ça. C'est un aspect que j'ai pas forcément notifié, enfin je l'ai vu mais j'étais pas forcément très touchée par ça. J'ai vu dans les quelques retours que j'ai eu que les gens aimaient bien cet aspect là, donc je vous le mentionne. Il y a des rencontres qu'ils ont fait au cours de leur vie qui reviennent à un moment donné un peu en mode c'est le destin.
Et j'aime beaucoup croire au karma et au destin et à ce genre de choses, d'existence machin. Mais c'était sympa, ça faisait un petit clin d'œil à l'histoire, mais moi j'étais vraiment focus à fond sur la romance, sur cette non-romance justement, sur qu'est-ce qui a bien pu se passer, parce que même si on se dit bon, il a dû se passer un truc entre les deux pour qu'ils veuillent plus se parler, mais qu'est-ce qui a pu se passer au point ils ne se parlent plus, mais là ils peuvent se reparler sans être dans la haine. Donc tu te dis bon, ça veut dire qu'ils se sont pas fait du mal, mais alors c'est quoi, ils s'aimaient donc ils se séparent? Bah non, ça peut pas être ça. Donc qu'est-ce qui fait que... Enfin c'est pareil, ils ont eu des relations, du coup t'es là, bon, alors elle est sortie avec tel mec, pourquoi ça a pas marché entre eux? Et tu commences à faire un complot, ou alors je suis la seule qui fait ça, mais vraiment je me faisais un complot, je me faisais tout un film dans ma tête, et vraiment j'ai beaucoup aimé cette romance, je vous la recommande à 10 000%. Pour autant, je la relirai pas, donc je l'ai déjà mis en vente sur ma boutique Vinted et il est même déjà parti, donc là faut que je l'emballe. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était une bonne romance et ça m'a réconciliée avec Emily Henry et vraiment ça a fait son taf de romance. J'attendais pas quelque chose d'extraordinaire, c'était pas extraordinaire, mais c'était une vraie bonne romance. C'est un peu dans la même lignée que Ali Hazelwood, même si je préfère les romans de Ali Hazelwood. C'était vraiment très sympa, genre vraiment j'ai vraiment bien aimé. Hein. D'ailleurs il m'a fait beaucoup penser à... Je crois que c'est David Nichols, j'ai un doute sur le nom de l'auteur, mais Un jour, One Day, si vous avez vu le film ou lu le livre, franchement l'adaptation est très bien, donc même si vous avez juste vu le film, il est incroyable. Mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Alors, pas la fin, si jamais vous avez lu Un jour, pas la fin, mais l'histoire de ces deux amis qui se retrouvent plus ou moins, tu te dis il y a dû se passer quelque chose mais je sais pas trop quoi, qui se trouvent, qui se perdent, qui se... Franchement pour ça m'a beaucoup fait penser à ce bouquin et à cette histoire et peut-être pour ça aussi que je l'ai autant aimé. Ensuite j'ai lu No Sex Club de Betty Piccioli, qui est un bouquin que j'avais demandé, j'avais oublié, et je l'ai vraiment bien aimé. Clairement c'est le genre de bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'étais adolescente et c'est le genre de bouquin que je survends parce qu'il est hyper important à mon sens. C'est essentiel de parler de sexualité auprès des jeunes et d'expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul type de sexualité. Et au-delà de ça, ça fait quelques années que je me bats intérieurement, parce que je ne sais pas trop prendre la parole en public, etc. Mais où je me révolte et je regarde un peu les actions des associations concernant l'éducation sexuelle qui est faite aux jeunes, parce que personnellement, que ce soit au collège ou au lycée, en fait, on vous parle uniquement de reproduction et on vous parle pas de sexualité et je trouve ça complètement contre-productif de parler seulement de la sphère comment on fait des enfants, ou plutôt comment est-ce qu'on se protège pour ne pas avoir d'enfants. Parce que même derrière, faut utiliser un préservatif, le message c'est plutôt genre n'ayez pas de gosses. Les IST, ouais, attention au sida, mais déjà on parle pas de toutes les infections et maladies sexuellement transmissibles, on parle que d'une seule qui est le sida, qui, ok, et fait des morts, etc. Mais il y a d'autres pathologies qui existent et qui sont graves et on en entend très peu parler, je trouve, enfin en tout cas à mon époque. C'était il y a une dizaine d'années, donc voilà. Mais à chaque fois, je rage en fait de voir qu'on ne parle que de reproduction et pas de sexualité, et que d'une forme de sexualité qui est l'hétérosexualité. J'ai espoir que ça ait changé maintenant, mais je suis vraiment pas sûre qu'en France, dans mes petits collèges, lycées que j'ai fréquentés, on parle de sexualité comme ça. Bref, ici on suit deux personnages, Alan et Tilda, qui sont persuadés d'être les derniers élèves à être vierges. Ils sont en première, enfin on les suit, ils sont en fin de seconde, ils sont partis en vacances et ils se sont dit voilà, c'est l'été, il faut qu'on couche avec quelqu'un, il faut plus qu'on soit puceau à la rentrée. Sauf que les vacances se sont passées, ils sont encore vierges et ils ont honte du fait d'avoir couché avec personne, ils trouvent pas ça normal, ils ont l'impression que tout le monde les juge par rapport à ça, que ce sont vraiment les seuls à être encore puceaux, en plus à 17 ans quoi, enfin bref. Ils sont persuadés de ça, en plus il y a une hypersexualisation de la société où il faut avoir couché le plus tôt possible et c'est un peu genre un goal à atteindre et ce genre de choses, et eux ils sont complètement dans ce schéma là. Jusqu'à ce qu'une jeune fille arrive, Acerola, c'est un pseudo qu'elle utilise, c'est pas son vrai prénom, mais elle s'est rebaptisée comme ça. Et elle a un Pimps je crois ou quelque chose en lien avec le drapeau de la sexualité. Les deux voient ça et sont là mais t'as vu? Mais est-ce qu'elle serait asexuelle? J'ai oublié de préciser que Alan était gay. Il est où Alan? Il est là, il est gay. Du coup c'est encore plus compliqué pour lui parce qu'il se dit déjà je suis toujours puceau et en plus de ça je suis gay, donc double discrimination. Il rencontre donc cette fille Acerola, je suis désolée je reste buggée à chaque fois, qui est romantique et asexuelle. Du coup on va parler de cette orientation sexuelle et on va parler un petit peu de tout le spectre de la sexualité qui n'est pas seulement de ne pas avoir de relation sexuelle, parce que des personnes as
donc asexuels ont des relations sexuelles, et c'était trop bien parce qu'on parle de tout ça. L'ambiance me fait beaucoup penser à Sex Education. Après je crois que j'ai regardé que les 2 premières saisons, donc je ne sais pas comment a tourné cette série, et autant elle est beaucoup moins bienveillante maintenant qu'elle ne l'a été par le passé. Mais moi cette série elle a le mérite de parler de différents types de sexualité et de non-sexualité aussi. Et voilà, je trouve que l'ambiance fait un peu penser à ça. Et du coup on se trouve en France et on suit des lycéens qui un jour, surtout Alan, va un peu se révolter et dire ouais nous aussi on a un club où on fait... Alors il dit pas qu'il fait vœu d'abstinence, mais qui explique qu'en gros c'est ok de ne pas coucher avec des gens. Ils ont fait un club par rapport à ça, donc le No Sex Club, qui va basculer dans une sorte de polémique parce que justement entre dire j'arrête de mettre la pression parce que la société, le lycée, voudrait qu'on ait couché à un certain âge et que on doit ressentir telle ou telle chose et que la première fois ça va être avec quelqu'un d'important, ou alors au contraire on s'en fout, back la chose et faut juste ne plus être puceau. Bref, on part de ça à on fait de vœux d'abstinence, ce qui n'était pas forcément la vocation première du No Sex Club. Donc il va y avoir des petits dramas, des petites choses, nos personnages évoluent également. Jusqu'à présent c'était Alan et Tilda un peu contre le monde entier, genre les meilleurs potes depuis longtemps qui sont tout le temps là, machin. Sauf qu'il y a Acerola qui débarque et ça bouge un petit peu le trio. Alan se sent un petit peu rejeté. En parallèle de ça, Alan est amoureux d'un garçon et à chaque fois, enfin il a un crush plutôt sur lui, et à chaque fois qu'il le voit il est tout émoustillé et en même temps il se dit non mais ça se trouve en fait il est hétéro donc ça ne marchera jamais entre nous. Et oh là là, c'est tellement important ce genre d'histoire, de remettre dans le contexte de qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que toutes ces thématiques, et pourquoi est-ce qu'on est autant obsédé par l'idée de coucher avec quelqu'un. Et je sais pas, plein d'idées préconçues qu'on a sur le sexe aussi, comme quoi ça doit forcément être un truc épanouissant et trop bien et trop fun et machin. Et on explique tout ça aux jeunes que ça peut être chouette, comme ça peut être pas chouette. Il peut y avoir du consentement, et parfois il y en a pas, et c'est pas ok, parce que ça s'appelle des agressions sexuelles et des viols, hein, clairement. Et il y a plein de nuances à porter, et j'ai trouvé ce bouquin hyper intelligent, et j'aurais aimé la voir en fait quand j'étais jeune ado, où moi-même je me suis mis la pression par rapport à ma sexualité, ou alors après c'était pareil, c'était il y a une dizaine d'années les gars, donc les choses ont changé, mais il y avait qu'une seule représentation possible, et quand j'ai appris que... Enfin quand j'ai compris qu'il n'y avait pas seulement l'hétérosexualité et que je ne devais pas être avec une personne sous prétexte que c'est la norme, parce que c'est avec ces personnes qu'on a des enfants, ça a changé ma vie, genre vraiment. Et je trouve ça trop bien que les jeunes maintenant aient accès à toutes ces informations, qu'ils puissent avoir accès à internet et à un panel de personnes qui les informent de plein de choses. Il y a aussi beaucoup de désinformation, de mésinformation, etc. Mais il y a accès à quelque chose, les gens peuvent se retrouver, il y a des communautés qui existent et c'est trop cool. Et ce bouquin vraiment je vous le recommande à 10 millions de pourcents, parce que même si ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, parce que je sais pas, tout y était mais j'ai pas eu le petit truc, vous voyez, il n'y a pas eu un petit déclencheur, un petit genre ah je relate, je me retrouve complètement dans tel ou tel personnage, et voilà. Ça reste un bouquin d'utilité publique pour moi. Enfin de toute façon tout ce qui parle aussi bien de sexualité avec autant de bienveillance, fait dans une maison d'édition qui ne fait pas ça juste pour bien se montrer, mais parce que vraiment ça fait partie de leurs valeurs, avec une autrice qui est concernée par le sujet, qui s'est quand même fait bêta-lire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, on ne parle pas de bêta-lecture, mais elle a fait appel à des sensitivity readers, je crois que c'est quelque chose comme ça, je sais jamais si c'est sensitive ou sensitivity. Je crois que c'est Sensitivity Readers. Bref, elle a fait appel à quelqu'un de concerné pour relire son histoire, pour être sûre de ne pas être insultante, ou parfois on dit des bêtises parce qu'on n'est pas informé et on croit être bienveillant et on ne l'est pas. Et elle a vraiment bien fait les choses, l'autrice. D'ailleurs on avait reçu une petite lettre où elle expliquait pourquoi est-ce qu'elle a voulu écrire ce livre, et vraiment tout à fait que c'est un bouquin que je recommande à plein de gens. Et vraiment, alors je pense que les gens qui me regardent sont plutôt âgés que ils ont 13-14 ans, mais si vous avez des jeunes à la maison, vraiment faites-leur lire ce bouquin parce que ça déculpabilise et en même temps ça apprend, et c'était chouette, c'était vraiment une chouette lecture, donc voilà, je vous le recommande. J'ai oublié de vous en parler entre ces lectures parce que j'ai fait mon petit week-end où j'ai lu énormément, mais avant ça j'avais lu Un jeudi saveur chocolat. Je vous mets ici la couverture. C'est un roman japonais de l'autrice qui avait fait La bibliothèque des rêves secrets, je crois que c'est ça, que j'avais adoré. Je crois vous en avoir parlé dans une vidéo de l'année dernière.
Je sais pas si je me l'ai mis en fait dans mon top de l'année 2022. Alors qu'il était vraiment sympa ce bouquin, et avec du recul je pense que c'était un petit coup de cœur, parce qu'il y a des histoires qui me restent encore en tête, alors que je l'ai lu il y a littéralement un an, et ouais je crois que ça fait 14 mois que j'ai lu. Donc ça fait un bail, vous voyez, et j'ai encore des histoires en tête, alors que vous savez que je suis nulle juste pour me souvenir du nom des héroïnes de Je déteste les comédies romantiques. Donc voilà. J'avais adoré ce bouquin de l'autrice, du coup j'ai voulu lire Un jeudi saveur chocolat. Je ne connaissais rien du résumé, mais je me suis dit j'ai adoré l'autrice, je sais que c'est une autrice japonaise, ça va pas être une histoire, enfin transcendante, c'est horrible d'être comme ça, mais je savais qu'on allait pas trop être focalisé sur les émotions et les sentiments des personnages, mais plus sur une histoire un peu de fond, de tranche de vie, etc. Je savais dans quoi je m'engageais, donc franchement je me suis dit vas-y, go girl. J'arrive à Cultura, je prends mon bouquin, je lis la 4e de couverture et il me fait beaucoup penser à Tant que le café est encore chaud. J'ai oublié le nom de l'autrice, mais j'avais lu ce bouquin il y a quelques années. Je crois que c'était l'année dernière aussi. Et j'ai lu la suite cette année ou l'année dernière, je ne sais plus non plus. Mais voilà, ça me faisait penser un peu à ça, mais je me suis dit c'est pas grave, franchement je suis très bon public, en plus la littérature japonaise j'adore, donc vraiment vas-y Pauline. Je lis mon bouquin et je me rends compte déjà que c'est un roman choral. Chose que j'avais pas forcément compris. Je me suis dit, bon, tant pis Pauline, son précédent c'était aussi un roman choral et tu l'as adoré. Donc vas-y. Sauf que dans cette histoire, le résumé... Alors c'est écrit après le résumé, je vous avais genre le résumé de l'histoire et après le résumé de la maison d'édition en mode oui, dans cette histoire, l'autrice nous conte l'histoire de 12 personnages qui se retrouvent au gré des... Ça j'ai pas lu. J'ai pas lu comme l'idiote que je suis. Et même si j'avais lu, je l'aurais quand même acheté et lu ce bouquin parce que je voulais le découvrir. Donc ça m'aurait pas dissuadé. Mais dans cette histoire, le résumé, c'était un garçon et serveur dans un café, propriétaire d'un café, enfin bref, ce genre de truc. Et il est intrigué par une femme qui écrit des lettres en anglais. Elle passe ses journées à boire du chocolat chaud et à écrire des lettres en anglais. Et j'étais là, oh là là, ça pourrait être tellement de choses. Mais dans ma tête, je commençais à me faire un film de l'histoire et j'étais là, mais ça va être trop bien. On va être sur de l'introspection. On va peut-être suivre une femme qui a voyagé et du coup elle va nous conter ses voyages. Vraiment, j'étais partie dans un délire. Mais en plus, elle est japonaise. Je me suis même pas dit, on va s'épandre sur ses sentiments, sur qu'est-ce qu'elle ressent et ce garçon qui va me dire, oh combien il est amoureux. J'ai même pas cru à ça. J'ai vraiment cru que le garçon il était amoureux d'une femme et que nous on allait suivre l'histoire de la femme. Je me suis dit, ça va être ça l'histoire et ça va être trop bien. Je m'étais fait un film, les gars. Ça ne parle pas de ça. J'étais déçue parce que vraiment, genre l'histoire que je m'étais fait dans ma tête, elle était là, et le roman, il était genre là. Donc il est pas nul, oui, il est pas en bas, mais oui, je parle beaucoup avec mes mains, mais c'est pour vous expliquer la déception que j'ai eue en me rendant compte que ça allait pas être l'histoire que j'espérais. Ici, on suit donc la première histoire, où on suit ce jeune homme qui n'est pas du tout propriétaire d'un café, juste son patron un jour a dit « Écoute, tu t'en sors bien avec le café, je te donne les clés, c'est moi le propriétaire, mais gère comme tu veux, t'as un bon salaire, fais ta vie. » Le mec il comprend pas trop mais il prend le café en main et il sert des gens et il est intrigué surtout par une femme qui écrit des lettres en anglais et allez on bascule, on passe à ce papy qui a été dans le café boire un coup avec sa femme. Ah on rebascule, on va dans une autre histoire. Maintenant on va suivre la sœur du mec du café. C'est pas vrai, on suit pas sa sœur. Mais pour vous expliquer qu'en fait on va suivre des personnages qui gravitent plus ou moins avec ce café. Sauf que parfois c'est genre vraiment l'ami d'une amie, de la sœur, de... Ça allait trop loin, enfin vraiment, on se retrouve en Australie à un moment donné, je me suis dit, ah bah on va peut-être suivre vraiment une histoire en Australie. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui partent vivre en Australie, donc je me suis dit, ah bah on va voir peut-être un peu... Non, 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 pas du tout, on suit juste une histoire à un instant T, t'es là, ok, bah on suit juste ce couple pendant 5 pages, et on passe à autre chose. Et mon problème c'était le rythme en fait. Soit les histoires étaient assez longues, tu dis, ah il va peut-être se passer quelque chose dans la vie des gens, et c'est pour ça qu'elle est longue. Non, non, il se passait rien, juste elle avait envie de s'épandre un petit peu plus là-dessus. Et à d'autres moments où on avait vraiment 4 ou 5 pages pour résumer toute la vie de quelqu'un. Enfin, la vie, non, la tranche de vie, un épisode de sa vie, un moment plus ou moins clé, parce que c'était même pas un moment clé, mais un moment de sa vie. Genre vraiment comme si on avait pris tous les passages de mon existence et qu'on se dit, bah tiens, on va parler de cette journée qu'elle avait passée à aller en cours, Pauline. Alors qu'il se passe rien dans ma journée, mais on va raconter ce moment-là de ta vie, là. Et ouais, j'étais grave déçue. Mais encore une fois, je peux pas dire que le roman soit nul, soit mauvais, parce que, alors c'est pas une plume originale, c'est la traduction. Il y avait quelques erreurs de traduction aussi, ça m'a un peu perturbée ça. Mais la traduction elle était bonne, enfin c'était vraiment très fluide. Ça s'inscrit vraiment dans la traduction qu'on fait des romans japonais, donc je pense que les plumes japonaises sont comme ça. C'était bien fait.
les histoires étaient parfois intéressantes, mais soit j'étais frustrée parce que j'aurais voulu en savoir plus et bah j'en avais pas plus, et je me suis dit ah bah peut-être qu'on va suivre du coup leur enfant à un moment donné. Non, non, suivez pas l'enfant. À des moments t'es vraiment bien dans l'histoire avec un personnage, pendant 3 histoires t'es avec des gens complètement à l'opposé, t'arrives même plus à faire le lien avec le café de base et les gens de base, j'étais là mais je ne sais pas qui sont ces gens, je sais pas comment est-ce qu'ils sont reliés aux uns aux autres, mais ok je lis, et après tu rebascules sur l'histoire que t'aimais bien avec un autre personnage qui te raconte du coup un autre point de vue de l'histoire, avec d'autres émotions, avec un peu plus de recul, ou au contraire être un petit peu plus impliqué dans l'affaire, et t'es là mais... Alors attends, faut que je me remette en condition pour cette histoire-là. Allez, on rebascule, on va te parler du frère de la mère du machin. C'était trop, franchement là c'était trop, ça allait vraiment trop dans tous les sens. Et à la fin seulement, la dernière histoire, on retrouve notre mec dans le café avec cette femme. Et bien sûr qu'on a eu des éléments qui font qu'on a compris pourquoi est-ce qu'elle écrivait ses lettres en anglais, donc on a la résolution de l'histoire principale. Mais quand même, enfin, il n'y a pas besoin de 10 histoires au milieu pour nous raconter ça. Je trouvais que l'histoire de ce couple, qui n'est pas un couple, hein, mais entre ce mec, ce serveur dans le café et cette femme qui écrit des lettres en anglais, c'était beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on nous a conté au milieu, quoi. Si, il y avait une histoire au milieu que j'aimais beaucoup, mais là encore, elle est survolée, quoi. Donc, c'était un vrai roman choral, un vrai roman japonais, mais c'est pas ce que j'ai eu avec mon roman japonais parce que j'en ai lu un autre. Je l'avais commencé début juin. Parce que vous, avec mes examens, je ne pensais pas du tout lire et je me suis retrouvée à lire beaucoup plus que ce que je pensais. J'avais commencé 2 bouquins et en fait j'étais beaucoup trop paralysée par mes révisions pour les lire et je me suis dit laisse-toi du temps et tu les liras plus tard et ça le fera. Et ça l'a fait parce que j'ai passé une bonne lecture avec le bouquin que je vais vous présenter et juste après je vous parlerai d'un coup de cœur. Donc c'est plutôt une bonne stratégie que j'ai adoptée. J'ai lu Elle et son chat de Makoto Shinkai, je sais pas comment on prononce, et Naruki Nagakawa. Voilà, il est tout mignon. Il me semble que c'est une adaptation d'un film, ou alors il y a eu un... Enfin, je sais pas trop si le film est inspiré de ce livre ou si c'est ce livre qui a inspiré le film. Je crois que ce que je viens de dire, c'est la même chose, mais vous avez compris. Je ne sais pas qui a inspiré qui. Je sais par contre que c'est un manga. Et je l'avais acheté il y a quelques temps et je l'ai revendu depuis et je me sens très bête parce que j'aurais bien aimé le découvrir maintenant. Bref. Ici, on suit l'histoire principalement de 2 chats et de 2 maîtresses du coup. On suit une femme qui va tomber sur un chat par hasard, qui va l'adopter. Et on sait pas son prénom à cette femme, elle s'appelle Elle. Et il y a son chat du coup, je ne sais plus comment il s'appelle son chat aussi. On les suit tous les deux et on suit d'un côté la jeune femme qui vit sa vie de jeune femme jusqu'à ce qu'elle rencontre son chat. Et après on va parler, enfin on va être sous le point de vue du chat. Donc c'est le chat qui parle, qui nous raconte sa vie de chat. Puis on rebascule un peu sur la jeune fille, puis on rebascule sur le chat. Et le chat il va rencontrer Mimi, qui est une petite chatte. Et on va suivre la vie de Mimi qui devient amoureuse de ce chat. Et on va suivre une femme qui adopte plus ou moins Mimi, mais en fait elle a pas envie d'adopter Mimi parce que elle a pas envie de s'attacher à un animal, elle a pas les moyens de s'en occuper, donc elle va s'en occuper un peu à distance. Du coup Mimi elle rôde un petit peu comme ça, et elle veut se marier avec le chat, mais le chat il est amoureux de sa maîtresse. Dit comme ça on dirait vraiment un truc pour enfants, mais pas du tout, hein. C'est vraiment un truc destiné aux adultes. Alors il n'y a rien de... Voilà, un jeune adolescent pourrait le lire sans problème, hein. La plume n'est pas compliquée ou quoi que ce soit, mais... ça n'a pas vocation à être pour les enfants, c'est juste que j'en fais un résumé un petit peu bancal. Et en fait à chaque fois ça donne des situations un peu what the fuck. Pareil Mimi elle va commencer à traîner un peu de partout, on va rencontrer du coup d'autres chats, en plus c'est une petite chatte toute mignonne et tout qui se balade, du coup il y a d'autres chats qui tournent un peu autour d'elle. Il y a une pseudo-guerre des territoires parce que les chats sont territoriaux, donc on suit ça aussi, on voit un petit peu les interactions entre eux en mode... mais ils sont pas si méchants que ça entre eux, parce que quand on entend les chats là qui fêlent la nuit, on se dit oh là là mais ils vont s'attaquer, ils vont se démolir, et je pense qu'il y a des chats qui démolisent d'autres chats, mais dans l'ensemble c'est plus de l'intimidation en mode hi t'es chez moi, va-t'en. Je fais très bien le chat. Et franchement c'était chouette. Je suis pas très fan des histoires racontées par des animaux. J'aime le fait que les animaux ne parlent pas, j'aime le fait que la communication ça se fasse que par notre propre interprétation en tant qu'humain. Et voilà, je sais pas, j'aime bien. En plus j'aime l'indépendance des chats. Alors moi je suis une dog person, vraiment j'aime les chiens plus que la vie elle-même. Mais j'aime les animaux de manière générale, donc forcément j'aime les chats. Et depuis que j'ai été propriétaire d'un chat, j'ai vraiment compris pourquoi les gens pouvaient préférer les chats. Je comprends ce qui fait l'authenticité d'un chat. Et là, vraiment... Quand Holden me réveille à 4 h du matin et miaule pendant 1 heure parce que du moment où j'arrête de le caresser, il est pas content. Et quand à côté de ça, à 7 h je suis bien réveillée, il se barre dehors pour profiter du soleil et pour tout faire sans être auprès de moi. C'est un concept, vous voyez, genre je le maudis quand il fait ça. Mais à côté de ça, c'est
trop bien un chat, genre vraiment ils sont mignons, ils sont à la fois hyper indépendants et pas si indépendants que ça parce qu'ils aiment bien aussi les êtres humains et pas n'importe lesquels, vous voyez, genre vraiment Holden je l'appelle, il vient, ou alors il me regarde avec dédain, il sait que je l'appelle, il vient pas parce que ça reste un chat. Mais vous voyez, c'est quand même affectueux un chat. J'essaie de vendre les chats parce que je les ai beaucoup trop critiqués par le passé, alors qu'en fait ce sont des animaux incroyables. Bref, c'est un peu bizarre pour moi de... Je sais pas, j'ai un peu du mal avec les chats qui parlent, qui pensent comme nous. Mais à côté de ça, ça apporte vraiment une plus-value à l'histoire. Et j'ai adoré de voir les histoires des humaines qui se mêlent à tout ça. De l'importance d'être propriétaire d'un chat, que c'est pas quelque chose qu'on fait... parce qu'on a envie de le faire et en même temps enfin elles ont des réactions en mode elles vont ouvrir une boîte de thon pour le chat ou elles vont donner du lait à un chat et t'es là oh là là il va chier de partout, mais c'est juste ce genre de réaction, c'est je sais pas, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça bien. C'était pas le roman de l'année, vous voyez, je pense pas que je regarderai un énorme souvenir dans les années à venir, mais j'ai passé un chouette moment de lecture et je pense que c'est vraiment un roman qui peut être intéressant pour aborder la littérature japonaise et voilà, je vous le conseille. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Mémoire d'un chat que j'ai vu de partout, qui a été recommandé je crois 300 fois par Eva, juste au bas mot hein. Et même ma mère l'a lu et l'a adoré et je sais pas, je fais un blocage avec Mémoire d'un chat. Il y a un autre bouquin aussi que j'ai très envie de lire, je crois que pour le coup il est coréen. J'ai un petit doute là-dessus mais qui parle aussi d'une histoire d'un chat. Et je vais peut-être me laisser tenter du coup par ces deux récits parce que celui-ci m'a plutôt bien plu alors que j'étais pas forcément hyper emballée et comme j'avais essayé de le lire en plus pendant ma période d'examen, c'était pas forcément la meilleure période, c'est pour ça que je l'avais mis en pause et de le reprendre ça m'a pas dérangé. J'étais juste là, bah tu vas reprendre ton petit livre, tu vas voir si ça le fait ou pas et en fait j'ai bouffé 100 pages en à peine une heure. Donc ça l'a plutôt bien fait, vous voyez. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, qui est un coup de cœur, que vous avez déjà dû voir dans mon vlog du coup, il s'agit de Toi, moi, elle de Rachel Lippincott et de Alison Derrick, qui est un duo d'autrices qui sont en couple. Ce sont des femmes et ici on va être sur une histoire de lesbienne. Voilà, alors je pensais pas que ça allait être un coup de cœur, j'avais aussi commencé ce bouquin dans le train pendant ma période d'examen. En fait j'avais essayé de commencer celui-ci, voilà, je sentais que j'étais pas dedans et je savais que ça venait pas de l'histoire, donc je me suis dit bon, on va essayer un autre bouquin. J'avais essayé Elle et son chat, pareil, même ressenti, et c'est pour ça que j'ai arrêté de lire dans le train et que j'ai révisé mes cours, comme ça, voilà, je me vidais pas trop la tête, j'étais à fond dans les examens que j'ai réussi d'ailleurs, donc tout va bien. Mais je l'ai mis en pause le temps des examens et vraiment les examens sont terminés, j'ai pas voulu le reprendre tout de suite, je me suis pris une petite pause, enfin une petite pause, j'ai fait une pause de une soirée et ensuite j'ai repris la lecture. Ça me manquait trop les gars, vous imaginez pas à quel point ça m'a manqué de pas pouvoir lire ou pratiquement pas lire pendant 2 semaines. Donc je me suis fait un week-end à 1000 plus ou moins et celui-ci était ma dernière lecture du week-end que j'ai terminé d'ailleurs le lundi, ça n'a aucun sens. Et j'ai tellement aimé ce livre que je destinais absolument pas à un coup de cœur. Ici on suit Molly qui est amoureuse de Cora. Elle est amoureuse de cette fille, elles étaient au lycée ensemble. Là Molly elle arrive à la fac, elle avait une relation très fusionnelle avec sa mère qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Elles faisaient plein de choses ensemble, elles s'adoraient et là du coup Molly elle va être en chambre universitaire. Sauf que manque de peau, elle arrive, elle pensait être dans une coloc et en fait elle se retrouve seule. Elle a une chambre... unique, je sais pas si on dit ça comme ça, mais un lit seul quoi, et elle se dit bah merde je vais pas pouvoir rencontrer des gens donc je vais être encore plus isolée. Je suis désolée si je touche en bas, c'est qu'il y a Holden qui est là et je profite de sa présence, elle est si rare en plein été. Elle est un peu dégoûtée Molly mais elle se dit bon c'est pas grave, de toute façon Cora est là et un jour j'ai l'espoir de parler à Cora, de sortir avec Cora parce que je suis amoureuse de Cora. Elle va pas parler à Cora. Parce que Molly elle est timide, elle est réservée et elle va pas aller la voir et lui dire qu'elle lui plaît. Elle a gardé ça pour elle pendant qu'elle était au lycée donc elle se dit qu'elle va garder ça aussi à la fac. Sauf que va intervenir Alex, c'est ça. Va intervenir Alex. Je crois que c'est la première d'ailleurs qu'on suit au début, bref. Alex, elle vient de se faire plus ou moins larguer. Non, elle vient de se faire larguer par sa petite amie parce que Alex... c'est une belle fille. C'est une fille qui est belle et qui parle bien, qui est extravertie et qui va vers les gens et le contact se fait très facilement avec elle. Et sa petite amie lui reprochait d'avoir, sa petite amie Nathalie lui reprochait d'avoir trop d'ex et surtout de... En fait elle est pas sérieuse, elle est dans une relation mais à côté de ça elle va aller voir une ex ou elle va aller plus ou moins draguer une fille. Il va rien se passer entre elles mais elle est quand même dans une sorte de drague constante. Et Nathalie, je crois vraiment qu'elle s'appelle Nathalie, elle se dit que non, c'est bon, stop, on arrête là. Sauf qu'Alex, elle est là, bon bah j'ai perdu Nathalie mais ça va aller, je vais m'en sortir, je vais aller voir des amis.
et elle se rend compte qu'elle a pas d'amis et que dans son portable il y a que des prénoms des filles qu'elle a draguées. Et même quand elle essaie d'appeler une fille avec qui elle était plus ou moins proche, elle se rend compte qu'elle veut juste du cul, Sophie. Elle veut pas Alex pour qui elle est, mais juste pour ce qu'elle peut lui apporter. Alex, elle regrette sa décision, elle appelle Nathalie, elle lui dit écoute, je veux te reconquérir, quoi, je veux être avec toi, je t'aime, machin. Et Nathalie, elle dit bah dans ce cas-là, tu attends que je revienne. Alors Nathalie, elle a une carrière professionnelle assez incroyable puisqu'elle joue dans un groupe de rock. Et là, elle part en tournée, elle lui dit bah écoute, à telle date, je serai dans la ville de ta fac, donc on parlera à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, Alex, elle se dit bah j'ai envie que quand elle revienne dans un mois, elle se rende compte que je sois une fille sérieuse, qui l'a attendue, qui est sortie avec personne, qui ne drague personne. Sauf qu'Alex, elle débarque dans une soirée et Cora commence un peu à la draguer et elles se draguent plus ou moins mutuellement. Et Molly est là. Et Molly, elle accepte moyennement que Alex, elle drague aussi ouvertement Cora pour la rejeter 2 minutes après. Parce que d'un seul coup, Alex se dit ah bah je peux pas, j'ai Nathalie dans ma vie, faut que j'y prouve que je vais pas draguer tout le monde. Et Alex se rend assez rapidement compte que Molly est intéressée par Cora. Et pour bien se faire voir de sa copine, Alex va faire un deal avec Molly en lui disant bah écoute, moi je vais t'aider à trouver un plan, à faire un plan pour que tu sortes avec Cora et toi en échange tu vas prouver à Nathalie que je suis une bonne personne et que je ne cherche pas à être en couple, moi j'aide les gens à se mettre en couple. Et c'est un peu le deal qu'elles concluent toutes les deux. Forcément c'est une romance donc vous savez qui va finir avec qui, mais c'était trop bien parce que le début on est vraiment, je vous ai dit que j'adorais les enemies to friends to lovers, c'est clairement ça, enemies to friends to lovers, c'était trop bien. J'ai adoré le personnage d'Alex qui est assez complexe parce qu'elle a une histoire de famille surtout très compliquée. Et parallèlement, Molly qui a des origines coréennes du côté de sa mère, et sa mère renie complètement ses origines, du coup Molly elle est un peu perdue par rapport à ça, et cet aspect là est trop bien. Et Molly elle a une vraie famille en fait, elle a vraiment une structure familiale qui est bien, on voit aussi son frère, et ça fait du bien de voir des vrais personnages où leurs parents ont un rôle à jouer, enfin je veux dire elles ont 19 ans, à 19 ans t'es encore proche de tes parents, alors après tout dépend de la relation que vous avez avec eux, mais dans l'ensemble des cas, dans la grande majorité, t'as quand même si c'est des liens assez conflictuels, t'es quand même en lien avec tes parents à 19 ans. Et je retrouve rarement dans les romans, et là de retrouver ça dans un roman en plus young adult, trop bien, genre vraiment trop bien. J'ai adoré comme le Molly c'est vraiment une grosse introvertie qui aime pas parler aux gens et j'étais là, oh mais moi pareil. Elle veut juste être isolée tranquille dans son coin et t'as Alex qui est tout le temps en train de lui rentrer dedans. Elle fait pas dire en dedans mais elle est toujours en fait en train de bouleverser, de dire allez fais ci, fais ça, fais... Genre elle la pousse à faire des choses et ça me rend dingue dans la vraie vie. Genre vraiment quand les extravertis débarquent et te disent de faire des choses, ça me rend folle. J'adore la façon qu'elle a de la faire sortir un peu de sa zone de confort. Et surtout qu'elle cherche pas à être malveillante. À chaque fois elle lui dit mais en fait, Molly elle a envie de faire plein de choses mais elle ose pas. Elle se met des barrières et Alex elle lui balaye toutes ces barrières et tout. Et oh là là c'était trop bien, j'ai aimé les deux personnages. Il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre, vraiment mes enfants. Et alors souvent il y a eu les larmes qui me sont montées aux yeux parce qu'il y a des sujets qui sont bien traités, bien faits. Et il y a des paroles qui sont vraiment, enfin belles. C'est pas genre bien écrit dans ce sens-là. C'est vraiment la façon dont c'est dit, des sujets importants mais aussi la façon dont c'est dit. Et la validation d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions, de se dire ok je suis pas ok avec ça, etc. C'était très bien fait et très bien formulé, je sais pas. Ça m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux. Et j'ai versé ma petite larmichette parce que forcément il y a les remerciements des autrices. Et si Rachel écrit un truc bien, comment elle s'appelle la deuxième autrice, Alison, bah oui, forcément, fallait que je pleure. Enfin, les remerciements qu'elle fait, Alison, c'est les remerciements que je pourrais faire dans mon propre livre. Donc voilà, j'étais... Bon, elle parle pas de tous les boys bands qui ont influencé sa vie, mais hormis ça, c'était vraiment... voilà, c'était trop mignon. Et vraiment, mon rêve d'être en couple avec une meuf et on écrit des bouquins ensemble. Donc voilà, c'était trop chouette, j'ai adoré. Je vais regarder si elles ont écrit d'autres romans ensemble. Je sais que Rachel Lynn Pincott, pardon, elle a écrit... comment il s'appelait? 5 Feet Apart? 5 Feet Apart, c'est ça. Je crois que ça parlait de mucoviscidose ou un truc comme ça, enfin bref. Je savais que ça parlait d'une affection pulmonaire, si je dis pas de bêtises. Mais bref, je sais qu'on est dans un univers médical et j'ai pas du tout envie de le lire. Mais les deux autres ensemble, j'ai besoin de les relire. Genre même si c'est en anglais, même si je comprends un mot dans la phrase, je pense pas parce que ça a l'air d'être assez abordable, mais j'ai besoin de les relire donc... Voilà, gros coup de cœur, je pense que vraiment gros coup de cœur de l'année. Vous allez le retrouver dans mon top de toute façon.
Et voilà, c'en est enfin tout de cette vidéo. Je vais juste vous montrer les livres que je lis et que je prévois de lire, parce qu'il y en a deux, et j'en ai parlé rapidement dans un vlog, donc je vais vous le remontrer ici. J'ai commencé hier, Si ça s'apprend, de Sophie Gonzalez et de Cal Dietrich. Alors Sophie Gonzalez, j'ai vu qu'il y avait le nom du bouquin, j'arrête pas de vous en parler, c'est un si joli désastre que j'avais adoré. Donc j'avais hâte de lire un autre roman de l'autrice, je l'avais acheté en anglais l'année dernière. Il est juste derrière, voilà, en août j'ai été à Paris, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu. Donc là je l'ai acheté en français pour le lire et je suis en train de le lire. Nous avons du progrès les gars. Sauf que j'en suis à 168 pages et pour le moment je suis pas très emballée. En fait j'ai lu des fanfictions qui étaient meilleures que cette histoire. Et ça fait un petit peu mal de dire ça. Mais en gros ici on suit un boys band où ils sont très dirigés par leur management et... deux des garçons se sont embrassés et oh là là mon dieu, un couple dans un boys band, ce n'est pas possible. Ça me fait beaucoup penser à des fanfictions One Direction et je vous avoue que j'en ai lu tellement et de tellement bonnes que ce genre d'histoire, enfin je sais pas, pour le moment j'adhère pas trop, j'attends de voir, je vais au moins aller jusqu'à 250 pages et je verrai si je continue ou pas, mais je suis pas... Je trouve que les réactions sont pas très naturelles. Enfin je sais pas, je trouve que ça fait pas des réactions humaines, enfin ils se prennent la tête pour un truc, je suis là non mais à un moment donné, enfin je comprends même pas l'intérêt. On suit deux personnages, Ruben et Zach, et il y a 4 personnes dans le groupe, et enfin du coup les autres c'est comme s'ils n'existaient pas. Je comprends pas trop en fait ces bouquins, donc j'attends de voir. Et j'ai prévu ensuite de lire, alors je pense que je vais le lire en parallèle, mais pareil, une lecture un petit peu compliquée à ce que j'en ai compris. C'est Ici et seulement ici de Christelle Dabos. En fait c'est Audrey du Souffle des mots qui l'a lu dernièrement. Je l'avais acheté déjà avant, hein. Je l'ai acheté pratiquement à sa sortie parce que tout le monde l'avait lu et tout le monde était intrigué par ce bouquin. Et j'ai jamais vu d'avis positifs, mais je voyais que des avis en mode c'est un ovni. Voyez si ça le fait avec vous, c'est un ovni. Audrey elle a mis le doigt sur la thématique du bouquin qui est le harcèlement scolaire poussé à l'extrême. Donc je sais pas si je vais pas être trigger par ce bouquin parce que voilà, harcèlement scolaire je connais. Je sais pas, franchement je sais pas, on verra, mais il m'intrigue et ça fait un moment que j'ai dans ma palle donc je me dis lis-le, essaye au moins. Il fait 230 pages je crois. C'est ça, 235 pages, je me dis je vais au moins jusqu'à 100-110 pages. Et si vraiment c'est une torture de lecture, je l'abandonne. Mais j'aimerais bien tenter. Donc voilà, on est sur ça en ce moment, les gars. Et on verra ce que je lirai par la suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!